Bonjour, aujourd'hui un entretien avec un auteur récent, Alain Jounot, qui est directeur commercial d'AFNOR Certification, qui vient d'éditer avec Florence Méo, une collègue de l'AFNOR, un ouvrage sur entreprise responsable et performante, c'est possible, tout à fait dans la ligne de nos travaux. Écoutons-le, nous l'avons enregistré, présenter son ouvrage. La raison pour laquelle je viens vous voir aujourd'hui, c'est plus comme fan qu'autre chose. D'accord. Et j'anime un blog sur lequel justement je collecte et je mets en lien des gens qui ont des choses à dire sur ces sujets. D'accord. Le gros mot qui est derrière, c'est le mot valeur. Vous en connaissez peut-être plusieurs exceptions, avec ou sans F, parce que ça n'a pas le même sens. Et pour moi, en fait, je travaille avec tout un tas de gens qui, justement, travaillent à la connexion entre ces deux choses-là. La valeur économique, financière, boursière, ou l'utilité, ou des choses comme ça, qui sont l'acception valeur au singulier, et puis le côté valeur au pluriel, avec on aimerait bien faire du bien, être des gens bien, toutes les connotations, RSE, économie positive, circulaire, etc. Et responsabilité. Donc on a repéré tout un tas de démarches qui contribuent justement à aider les responsables d'entreprise à créer de la valeur en respectant les valeurs. D'accord. Et c'est ça qui a fait le lien quand j'ai vu votre bouquin sortir. Je me suis dit, tiens, même l'AFNOR. Donc c'est à titre de fan de ce sujet-là et d'animateur d'un réseau de gens que ça intéresse. D'accord. Alors j'ai pas lu le bouquin, très honnêtement, j'ai pas eu le temps. J'aurais dû prendre le temps et en fait je me suis dit est-ce que je le lis avant ou pas? Et je préfère que vous m'expliquiez parce que finalement tous les gens qui vont voir qui vont entendre ce petit entretien, probablement ils l'auront pas lu et il s'agit justement de leur donner envie de le lire. D'accord. Ouais. Donc c'est bien ça l'idée. Et puis je vais vous présenter, vous avez dû les voir, un certain nombre de questions que j'aimerais bien qu'on aborde. La première, elle est évidente, c'est qu'est-ce qui vous a donné envie, vous et votre collègue, parce que vous étiez deux auteurs, Florence Méo, d'écrire, et puis de lancer cette étude et d'écrire ce bouquin. Quelle est la motivation? Alors, on va dire il y en avait plusieurs. Déjà, comme vous l'avez dit vous-même, il y a l'intérêt pour le sujet. Ouais. Je pense qu'on ne se lance pas dans l'écriture d'un livre si on n'est pas passionné par le sujet. Ouais, c'est vrai. Donc, parmi les points communs qu'on peut avoir, que je peux avoir avec Florence Méo, il y a ce point commun de s'intéresser à cette thématique, ou à cette thématique de développement durable et de responsabilité sociétale. Ça c'est le premier point. Pas que à titre professionnel alors, pratiquement. Non. Ouais. Mais également à titre personnel, parce que c'est un sujet qui me touche au quotidien, même en dehors des murs de l'entreprise. Ouais. Deuxième volet qui est plus professionnel, c'est qu'on a rencontré depuis quelques années un certain nombre de dirigeants, d'acteurs d'entreprise, de salariés, qui nous ont fait part un peu de leur expérience de vécu suite à l'évaluation AFAC-26, qui est notre modèle d'évaluation des entreprises. Ce modèle finalement mesure la maturité des entreprises et leur capacité à intégrer la RSE dans leur business model. Et d'avoir partagé divers moments, d'avoir échangé sur ces sujets, nous a convaincus qu'il était nécessaire qu'on fasse un retour d'expérience de tout ça. Ouais. Parce que pour beaucoup d'acteurs encore, et notamment pour les PME, la RSE aujourd'hui c'est compliqué. Ouais. En tout cas, ceux qui n'en font pas. Ceux qui n'en font pas, ou ceux qui n'osent pas se lancer parce qu'ils se disent oh là c'est compliqué, je ne vais pas y arriver. Oui, et puis en plus il y a une norme, en plus c'est compliqué. Il y a une norme, certains disent oh là c'est un jargon que je ne comprends pas, etc. Donc on s'est dit on va écrire parce que finalement tous ceux qui se sont lancés nous ont dit mais attendez, c'est simple, c'est indolore entre guillemets. Ça nous apporte beaucoup. Et donc, c'était intéressant de faire tout ce retour d'expérience. Donc, on est parti sur cette rédaction d'ouvrage il y a près de 2 ans. Ça nous a pris du temps. Et pourtant, vous avez plein de matières autour de vous. On a plein de matières. Mais on est parti avec une approche qui était la suivante. On voulait à la fois faire toute une analyse de la bibliographie, des études académiques qui existaient sur le sujet. Il y en a déjà pour 1 an. Voilà. Et pourquoi on voulait faire ça? Parce que
on s'était dit, tiens, on va essayer de voir si, dans les constats que nous faisons sur les résultats des entreprises évaluées, est-ce que ces constats convergent ou pas avec certaines conclusions d'études académiques. C'était intéressant, c'était l'exercice. On ne savait pas à la base, on partait d'une feuille blanche, on dit ça va être intéressant. En plus, étant passionné par le sujet, ça nous a encore acculturé. C'est toujours intéressant de lire ces études-là. Et donc on a fait un gros travail de recherche. Je crois que, comme disait Florence dernièrement, je crois qu'on a une base bibliographique dans notre ordinateur qui est assez complète. D'accord. Donc on fait ce travail-là pendant 2 ans. Première année vraiment sur... À 2 alors, comme ça, perso. Presque, enfin. Oui. En utilisant évidemment tout le réseau et toutes les informations que vous avez. Tout à fait. D'accord. Et on fait ce travail-là. Au bout d'1 an, on commence à avoir une matière assez conséquente. Et là, on se dit, maintenant, on va structurer notre ouvrage. Et pour le structurer, on va partir aussi sur une volonté d'aller interviewer nos entreprises évaluées, des organisations professionnelles. Voilà. Parce que, première volonté, c'était d'illustrer de façon très concrète tout ce qui allait être mis en avant dans cet ouvrage en matière d'apport positif de la démarche, les freins rencontrés, parce qu'on a eu une grande liberté de parole dans l'ouvrage, c'est qu'on a eu peur aussi de dire voilà ce qui bloque dans les entreprises. Et donc dans cet ouvrage, je ne l'ai pas encore lu, et vous verrez, il y a, et c'est ce qui a été dit d'ailleurs ce matin sur BFM Business, Nathalie Crozet disait cet ouvrage il est illustré par un nombre conséquent, on va dire, de témoignages. Et donc ça illustre parfaitement. Donc on est parti là-dessus, on a rédigé. Dans cet ouvrage, vous allez trouver plusieurs parties. Il y a une première partie qui est un peu la partie explicative, c'est quoi l'ISO 26000, la RSE. Et ça, alors ça c'était un exercice assez délicat, parce que ça peut rebuter d'entrée presque. Quand on interrogeait les dirigeants, certains étaient assez cash. Ils disaient, attendez, mais moi je comprends rien. Voilà. Mais c'était, mais c'est du vécu. Voilà. Et donc là, essayer d'être le plus clair possible. Donc on a fait ce travail, je pense qu'on l'a assez bien réussi, en tout cas j'espère, pour expliquer finalement ce qu'est l'ISO 26000, ce qu'elle n'est pas. Et pourquoi les acteurs se sont lancés sur l'évaluation. Si je dois résumer, parce que je dois parler aussi de contenu, pour vous donner envie de lire, deuxième question. C'est quoi l'ISO 26000 Tout d'abord, c'est pas quelque chose qui vient remplacer une stratégie. L'ISO 26000, c'est finalement un cadre de réflexion. C'est vraiment comme ça qu'il faut le percevoir. Et une sorte de mode d'emploi à la réflexion pour savoir de quelle façon une entreprise, dans son business model, va venir irriguer progressivement son business model d'une teinture RSE. Si je veux résumer, c'est un peu ça. On n'est pas en train de dire, vous devez faire une stratégie RSE, vous devez faire ceci, etc. Pas du tout. Et pour guider la réflexion, parce que c'est un cadre de réflexion, l'ISO 26000, qu'est-ce qu'ont fait les experts au niveau international? C'était doté par plus de 100 pays à travers le monde. Ils ont dit, vous avez 7 questions centrales. Et on va vous demander, pour ces 7 questions centrales, de réfléchir pour chacune d'entre elles étant découpée en domaines d'action, de nous dire finalement quels seraient les domaines d'action qui vous semblent prioritaires à vos yeux pour mieux prendre en compte la RSE dans vos activités. D'accord. Ça, l'ISO 26000 dit ça. Les plus gros trous, quoi. Ou les plus importants. Ou les plus importants. Mais l'ISO 26000 ajoute autre chose. Elle dit, mais la réflexion, elle ne doit pas être uniquement interne à l'entreprise. Vous devez mener cette réflexion en parallèle avec vos parties prenantes. En les interrogeant finalement quelles sont leurs attentes, besoins et attentes vis-à-vis de vous en tant qu'entreprise pour une démarche en matière de responsabilité sociétale. Une fois que vous avez fait cette double approche, vous devez trouver un mécanisme qui va vous permettre de prioriser vos actions. D'accord. D'ailleurs, imaginez, vous dites, moi, je pensais que je devais travailler en priorité sur la validité des pratiques, et puis vous interrogez toutes vos parties prenantes, et la majorité d'entre elles vous dit, non, vous devez travailler sur la prévention de la pollution. Là, vous allez pouvoir vous dire, qu'est-ce que vous appelez les parties prenantes? Alors parce que c'est un mot utilisé dans le jargon, c'est pour ça que quand on revient sur l'ISO 26000, il y a quelques mots-clés dans le jargon. Il y a les questions centrales, elles sont une de 7, des domaines d'action, voilà, c'est un jargon, parties prenantes. Et les parties prenantes sont explicitées au travers de ce qu'on va appeler la sphère d'influence, c'est-à-dire tout acteur qui peut avoir un impact direct ou indirect, à court terme ou à long terme, par rapport aux activités d'une entreprise. D'accord. Donc,
Et c'est vrai que quand on fait l'évaluation, au départ, pour certaines d'entre elles, elles étaient surprises sur le nombre important de parties prenantes à analyser. Ce n'est pas uniquement clients, fournisseurs, salariés, pouvoir public, etc. C'est aussi les médias, les écoles de formation, les centres techniques, les bureaux d'études, les organismes certificateurs, les collectivités territoriales, les agences publiques ou privées, l'ADEME en fait partie, les agences de l'eau, c'est important, etc. Donc, quand vous listez, vous arrivez à peu près en moyenne à 40. C'est la société, quoi, et tous ces acteurs. C'est l'écosystème. Bah oui, bien sûr. L'écosystème, mais sur toute la chaîne de valeur. Là, on revient à ce fameux terme de valeur. Et là, de regarder finalement, moi, dans cette chaîne de valeur, comment je peux agir personnellement, mais comment je peux aussi interagir avec tous les acteurs de la chaîne. Et j'essaie de mieux comprendre grâce à cette analyse. Je vais peut-être employer un gros mot par rapport à ceux qui voudraient être, je dirais, dans le registre développement durable RSE. Quand vous faites cet exercice d'analyse des parties prenantes, vous faites ce qu'on appelle du marketing stratégique. C'est-à-dire, vous essayez de comprendre votre écosystème. L'environnement et les gens qui peuvent aller dire. Tout à fait. On est dans les 5 forces de porteurs. En même temps, alors, pour éviter de tomber dans une approche, je dirais, trop business, de cette analyse marketing stratégique, l'ISO 26000 nous dit, quelque part, toute votre analyse, vous allez devoir la passer au tamis de 7 grands principes de responsabilité. La redevabilité, le respect des lois, l'approche par les parties prenantes, le respect des normes internationales de comportement, etc. Donc en gros, c'est bien. C'est pas juste libre. C'est pas juste libre, c'est en même temps. Il y a un cadre de référence. Faut lui donner quand même une résonance, un peu, une teinture de responsabilité. Voilà en quoi consiste la norme, et elle vous dit cette norme dans l'article 7, finalement, quand vous avez fait toutes ces analyses, il faut venir greffer un peu sur la stratégie, greffer bien évidemment sur le personnel, greffer sur vos actes de communication, sur vos process, etc. Elle ne dit pas vous devez mettre partout, mais vous devez venir greffer. C'est logique de ne pas le laisser au niveau stratégique pour l'implémenter. Donc, vous voyez, en quelques minutes, j'ai résumé 140 pages. Et donc, et l'état d'esprit de cette norme-là est bien là, elle est bien fixée, c'est comment je vais faire dans mon activité quotidienne, une fois que j'ai mené cette réflexion, pour venir irriguer mon activité quotidienne de RSE. C'est ça l'objectif. Donc on est parti, ça c'est les premières pages, l'introduction, etc. Et très rapidement après, on va analyser pourquoi les entreprises se lancent ou se lancent pas. Donc il y a eu tout un chapitre sur comprendre quels sont les freins que rencontrent la plupart des entreprises, notamment PME, qui n'osent pas encore se lancer. Alors là, c'est relativement simple parce que ça converge avec beaucoup d'études, beaucoup de sondages. Déjà, le temps. La PME a une contrainte de temps parce que, elle est pressée, entre guillemets, pas en urgence, mais pressée. Donc, elle est toujours aussi sur une économie d'échelle, d'optimisation. Donc, c'est pas facile de trouver ce temps parce que, comme je vous l'ai exposé, c'est de la réflexion. Donc, comment je prends le temps à la réflexion, d'analyser, etc. En plus, avec un groupe de travail, avec des gens qu'on ne connaît pas forcément, etc. Deuxième difficulté, la norme fixant un cadre de réflexion ne donne absolument pas de méthode opérationnelle. Et donc ça, c'est une sorte de frustration pour la PME notamment, qui, c'est très bien, mais on me demande de prioriser mes domaines d'action. Quelle est la méthode de priorisation? Qu'est-ce qui fait que je vais choisir ça par rapport à ça? Donc, deuxième difficulté. Néanmoins, elles ont des atouts. Alors, elles ont des atouts déjà, atouts naturels, c'est qu'elles sont beaucoup plus flexibles que les grands. C'est-à-dire, c'est facile de rassembler les acteurs. C'est plus facile. Ils se connaissent mieux, ils se fréquentent. Deuxième point, c'est que souvent, le dirigeant, parfois même propriétaire, est beaucoup plus proche de ses équipes. Donc à partir du moment où, de toute façon ça vous avez bien compris, c'est une réflexion d'entreprise au plus haut niveau, à partir du moment où le dirigeant est convaincu qu'il veut y aller, dans une PME, ça y va parce que il est proche des équipes et donc tout le monde doit suivre. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas dans les grands groupes ou dans les grandes entreprises, mais dans ces grandes entreprises, il y a quand même plusieurs strates intermédiaires. Tout à fait. Donc, il va falloir quand même que toutes les strates intermédiaires se mettent aussi en ordre de marche. Je ne dis pas qu'il y a des résistances, mais en tout cas, il faut mettre tout ça en musique. Tout à fait. Elles ont aussi des attraits pour la RSE parce qu'on a fait une étude, toutes les études académiques, on les a analysées, notamment tout ce qui va être
la théorie entrepreneuriale. On se dit, finalement, la RSE est, je dirais, bien perçue par des dirigeants de PME parce que il y a finalement la stratégie de la pérennité de l'entreprise. Le dirigeant de PME, c'est extrêmement important pour lui. Et ces études qui ont été menées sur la théorie entrepreneuriale démontrent que la RSE, c'est de toute façon la source de pérennité pour l'entreprise dans les années futures. Oui, la PME va être le dirigeant de PME va être plus sensible à l'aspect long terme qu'un dirigeant d'une plus grosse entreprise. En tout cas, qui peut en changer. Il est quelque part propriétaire de son entreprise. Son objectif, c'est quand même de la céder quelque part dans les meilleures conditions. Le but est Il y a un excellent témoignage de Laure Iniguet, qui est une entreprise qui fabrique du caramel aromatique, près de Saint-Étienne. C'est frappant, son emploi, je crois, il a plus de 150 ans. Enfin, il explique, ce qu'il veut aussi, c'est s'aider dans les meilleures conditions. Il l'a reçu, il veut la passer. Donc on voit bien qu'il y a cette approche importante dans les PME. Il y a cette flexibilité, cette agilité, parce qu'on dit, d'accord, elles n'ont pas beaucoup de temps pour travailler, elles sont pressées, mais en même temps, dès qu'elles décident, elles ont une agilité. Donc ça, on l'a exposé dans l'ouvrage, tout comme on a exposé ce qui se passait au niveau international, au niveau européen. Enfin, on s'aperçoit d'une chose, c'est que je pense que jamais un sujet n'a été autant repris par des institutions internationales, des pays, des États membres, etc. Et que finalement, tout le monde aujourd'hui parle de RSE. Oui, de l'UNESCO, de l'ONU à la mairie. Voilà. Donc on voit bien que là, il y a un mouvement de fond. Alors après, sur le comment, ça c'est autre chose, mais il y a un mouvement de fond. Ce sujet-là, de toute façon, intéresse, voire passionne certains acteurs. Ça fait vibrer une corde, quoi. Oui. Et on voit bien la plateforme RSE déjà chez vous, mais c'est la même partout, qui réfléchit comment inciter les entreprises à s'engager dans ces démarches-là. C'est repris par un tas d'acteurs publics, privés, les ONG, les ministères, les organisations professionnelles. On passe un long moment dans cet ouvrage sur l'explication, partie prenante importante. Oui, présentation de ce que font les organisations professionnelles. Elles font énormément de choses, la CGPLE, mais aussi d'autres spécialisées, comme la Fédération nationale des scopes du BTP. Donc elles exposent un retour des surtout dans ce monde-là. Je continue d'avancer dans l'ouvrage et on en vient. Alors là, c'est la grande partie qui a été finalement l'analyse statistique un peu aussi de toutes les retombées des évaluations. Et là, on a eu la chance, j'ai eu la chance de pouvoir avoir un stagiaire pendant 6 mois. Julien Bernard, qui a travaillé avec moi et qui a fait tout un travail de recensement de tous les scores obtenus. J'explique. C'est vrai que j'en viens à ce premier terme. Oui, puisqu'il y a une évaluation sur chaque évaluation. Voilà. C'est quoi l'évaluation finalement? C'est évaluer le niveau de maturité, le niveau de performance par rapport à un cahier des charges. Ce cahier des charges, qui s'appelle AFA 26000, a été découpé en 2 grandes parties. On va analyser les pratiques de l'entreprise. Qu'est-ce que vous faites en termes de vision, de gouvernance, en termes d'écoute des parties prenantes, en termes de prise en compte des aspects environnementaux dans la conception de vos produits, en termes de sélection de fournisseurs, etc. Donc c'est très large, il y a un ensemble de critères. Et puis deuxième grand volet, on va regarder les indicateurs. Finalement, quelles sont vos données relatives à la consommation d'énergie, à l'analyse du marché, à la rentabilité économique de votre entreprise, à la prise en compte des accidents du travail dans votre politique de santé et sécurité au travail, etc. Pour ces 2 grands axes, on va analyser, donc c'est le propre même de l'évaluation, analyser, et en fonction des informations qui vont être recueillies, on va vous noter comme un professeur. Également, je vous interroge en mathématiques, en fonction des réponses que vous allez me donner par rapport aux questions, je vais dire, je vous mets 12 sur 20. Là, c'est pareil. Donc, c'est pas sur 20, c'est sur 1000 points. Et puis, comme une interro de maths, quand vous avez sur 20, vous avez 5 questions sur 4 points. Et là, vous avez toute une série qu'on a appelée de critères, qui sont des questions, et qu'on va vous noter. C'est une auto-évaluation ou c'est un audit? Alors, l'auto-évaluation est interne, c'est une discipline collective interne. L'évaluation, c'est externe. Donc, alors, petite différence, on le met très rapidement dans l'ouvrage entre l'audit de certification et l'évaluation. Quand je fais de l'audit de certification, je recherche la preuve tangible que ce que vous faites respecte bien le cahier des charges. Quand je fais de l'évaluation, je ne recherche pas la preuve tangible. Je vous interroge. Sauf que j'ai un système de questionnement.
Et ce système de questionnement va me permettre de dire, pour ce critère, sur l'écoute des parties prenantes, je vous mets 32%. Après, j'ai une mécanique interne qui transforme en nombre de points. Le professeur de maths, c'est exactement la même chose. Quand je veux savoir, en terminale S, si vous maîtrisez parfaitement les suites numériques, je vais vous poser un certain nombre de questions, mais j'ai un raisonnement scientifique. Je cherche à savoir comment vous allez argumenter et quelle va être votre capacité à trouver le bon résultat. Ah là, c'est pareil. C'est-à-dire le système de questionnement, il va être extrêmement robuste et architecturé. Je vais chercher à comprendre, est-ce que la pratique que vous déployez, elle est pertinente? Comment vous la déployez? Est-ce que vous mesurez son efficacité? Et comment vous benchmarkez pour être meilleur? Donc, c'est 4 étapes clés. Je pose des questions et en fonction des réponses, je vais pouvoir scorer. Donc, vous avez compris, on a recueilli sur le modèle AFAC d'Annecy 200 entreprises évaluées, 200 scores globaux, mais aussi des scores critère par critère. Bien sûr. Il a fallu rentrer tout ça dans une base de données pour en tirer certaines conclusions. Donc ça, Julien nous a énormément aidé parce qu'il a aussi commencé à en tirer certaines conclusions. Puis après, on a étoffé avec Florence au travers des analyses des études académiques et au travers des interviews avec les dirigeants. D'accord. Qu'est-ce qu'il est ressorti de tout ça? Et ça, c'est une des, je passe dans la conclusion de l'ouvrage. On s'aperçoit que les entreprises les plus performantes ont 4 caractéristiques communes. Et ça, c'est intéressant et c'est très net. C'est-à-dire, on a comparé le score des meilleurs scores réalisés sur l'évaluation sur des indicateurs de réussite d'entreprise, ça n'a rien à voir avec ces sujets-là. Ah si, c'était en fonction des indicateurs. Des indicateurs sur le modèle. D'accord, ok. Et donc, on prenait toutes les entreprises qui avaient plus de 700 points, ou plus de 600, et on comparait par rapport à la moyenne obtenue. Et on s'est aperçu qu'il y avait 4 caractéristiques communes à toutes ces entreprises très performantes. La première, le leadership du dirigeant. Alors là, c'est bien parce que quelque part, ça confirme ce qu'on lit. Et ce qu'on entend, à chaque fois, on dit « Ah oui, mais il faut que ça soit porté au plus haut niveau. » Oui, sauf que là, on le voit dans les scores. C'est-à-dire le score moyen obtenu par les meilleurs était de 68%, alors que la moyenne était à 48%. Donc il y a un écart important. Et donc, ça, c'est le premier point. Je vais illustrer par rapport à ce qui... Alors, on a fait témoigner des dirigeants, et notamment, je voudrais évoquer le témoignage de Sylvain Brozard de Norcis. Je l'ai interrogé un jour, parce que je fais partie des exemplaires en la matière, y compris sur le leadership. Je lui ai posé la question, quelle est votre définition du leadership? Et donc, il m'a répondu, je vais essayer de ne pas trahir ses propos, d'être un peu plus fidèle, parce que je suis enregistré. Il m'a dit, c'est simple, Alain, en matière de RSE, le leadership, je vais vous l'expliquer, c'est le dirigeant qui arrive un jour, un lundi matin, face à son comité directeur, et qui dit, voilà, j'ai réfléchi à ce qu'on pourrait faire en matière de RSE, voilà ma vision, voilà ce que je veux faire, sauf que je ne vous demande pas de faire, je vais vous laisser le même temps qu'il m'a fallu à moi pour maturer cette réflexion, pour que vous puissiez vous l'approprier. Très souvent, il constate la chose suivante, c'est que les dirigeants arrivent un lundi matin face à leur codir, en disant, on va faire ça, j'ai une vision, allez-y, mettez en œuvre. Or, si on veut faire adhérer les collaborateurs, il faut aussi partager ces reprendre leur motivation. Donc c'est un exemple. Voilà. C'était un peu un exemple de ce qu'est le leadership. C'était intéressant. Deuxième point sur facteur clé de performance, l'écoute des parties prenantes. On s'est aperçu finalement, toutes les entreprises qui avaient les meilleures notes étaient celles qui avaient mis en place un système d'analyse et d'écoute très large de leur sphère d'influence. Formel, tout à fait. Alors, formel, quelquefois, qui dit formel, ça veut dire je peux recueillir en manière orale certains, mais les tracer, tout comme je peux réunir certaines parties prenantes. C'est-à-dire, il y a différents canaux. On peut, faire l'écoute des parties prenantes, c'est pas se dire je fais un focus group, je réunis toutes les parties prenantes et je les interroge. Il y a de multiples opportunités pour recueillir, sauf qu'il faut y penser. C'est-à-dire, à l'occasion d'une rencontre d'un client, il dit tiens, en fait, est-ce qu'on peut prendre 5 minutes pour discuter, j'aimerais partager avec vous ma vision de la RSE, qu'est-ce que vous en pensez, etc. C'est un dispositif d'écoute d'une partie prenante. Faire une journée porte ouverte. Si on prend une petite note et qu'on en fait une synthèse, combien au bon endroit. Tout à fait, quelque part, voilà, c'est ça. C'est avant tout essayer après de se dire, bah tiens, il va falloir que je consolide tout ça, etc. Si je fais une journée porte ouverte parce que j'avais envie, parce que je veux montrer tout ce qui est fait dans l'entreprise,
et que je saisis cette occasion aussi pour interroger différents acteurs au cours de cette journée, c'est aussi de l'écoute de parties prenantes. Donc le côté formel, il va plutôt se traduire sur ma capacité à compiler toutes ces informations, c'est plutôt ça, plutôt que est-ce que j'ai une procédure formalisée de dire voilà comment j'écoute mes parties prenantes, c'est pas tout à fait ça. D'accord. Troisième, c'est une boucle de la qualité opérationnelle sur tous ces sujets-là, quoi, pas que sur la qualité satisfaction du client. Troisième, c'est l'implication des salariés. D'accord. On s'est aperçu que, comme par hasard, les plus performantes sont celles aussi pour lesquelles on a perçu que les salariés étaient fortement impliqués. Alors là, je fais le lien de ce troisième facteur clé de succès avec le premier. C'est à partir du moment où vous êtes capable de donner une vision, d'expliquer pourquoi vous allez dans cette direction. Généralement, vous savez rien. Il n'y a rien de pire pour un salarié de se voir finalement imposer une instruction par un manager sans qu'on lui explique le pourquoi des choses. Et donc ça, c'était aussi des témoignages de salariés qui disaient ah oui, on sait où on va, etc. Donc c'est parfaitement compris dans l'entreprise. Et puis enfin le quatrième point qui rejoint la théorie de Michael Porter, c'est l'intégration de la RSE dans la stratégie d'entreprise. C'est qu'on voit que ces entreprises les plus performantes ne sont pas venues uniquement mettre de la RSE sur quelques petits points, mais en ont fait une vraie approche globale en intégrant la RSE même au niveau de leur stratégie. Pas en redéfinissant la stratégie, mais en disant ma stratégie, je vais venir un peu greffer de la RSE parce que ça me semble indispensable. C'est l'idée de shared value, c'est ça, de exactement, compléter les axes stratégiques classiques en mettant préoccupons-nous de la planète et des gens, quoi. Exactement. Et donc là, vous voyez bien que on réussissait finalement l'exercice qui était l'exercice initial, qui était de dire est-ce que nos conclusions à un moment donné vont être corrélées avec les études académiques qui sortent sur le sujet. Et oui, parce que partie prenante, la théorie par les parties prenantes, le leadership, c'est repris dans pas mal d'études, l'intégration dans la stratégie, Michael Porter, et l'implication des salariés, on s'est aperçu qu'il y avait quand même pas mal de thèses sur le sujet, qui montraient finalement plus un salarié a une sorte d'appartenance à l'entreprise, plus il sera performant. Voilà. Dernier point, les retombées. Parce que c'est un point fondamental, c'est pourquoi je fais ça. Alors là, on a eu une surprise quand on a interrogé. 70% des entreprises évaluées ne se lancent pas dans la RSE, ne font pas l'évaluation pour des optiques de rentabilité à court terme. Ça, on a été surpris. Elles ne sont pas parties pour ça. Non, elles ne sont pas parties pour ça. 70%. Bien évidemment qu'ils recherchent les dirigeants. Alors, ils avaient quand même des facteurs, je dirais, favorables. C'est-à-dire, souvent, ce sont des entreprises qui financièrement sont saines. Parce que quelque part, avant que ce soit trop tard. Ça leur permet aussi d'investir du temps, etc. D'accord. Néanmoins, quand on analyse, elles nous disent finalement, elles ont une caractéristique commune. Une caractéristique commune, c'est que le dirigeant a une fibre humaniste. Il est convaincu par ça. Il se dit de toute façon, la planète, demain, les générations futures, moi j'ai une responsabilité, il faut quand même que je livre quelque chose de positif. Deuxième point, même s'ils disent ne pas rechercher une rentabilité à court terme, ils ont tous mis en avant, et toutes les entreprises le disent, elles ont amélioré leur fonctionnement global. Je vais essayer un peu d'imager. C'est un sentiment, c'est pas une mesure. Et ça, c'est important parce que faut pas se lancer dans la RSE en se disant je me lance dans la RSE pour faire moins de consommation d'énergie. D'accord, mais attendez, ça, ce n'est qu'un petit point. Et à la limite, la consommation d'énergie, c'est facile d'avoir une rentabilité à court terme, il suffit de changer certains types de matériel, etc. Donc, la RSE, et c'est là que ça prend tout son sens, c'est beaucoup plus global, et ce terme de je dirais performance ou amélioration du fonctionnement global, j'aime bien ce terme. Ça a été employé par beaucoup de dirigeants qui ne voulaient pas employer le terme de performance globale, mais plutôt de fonctionnement global de l'entreprise. Je vais comparer, alors je ne sais pas si l'exercice va être pédagogique ou parlant, mais je vais comparer l'entreprise au corps humain. Je me prends, prenons l'exemple, un jour j'ai envie d'être un peu plus performant, je sens que physiquement, c'est la cinquantaine, etc. Si je me dis, tiens, je vais un peu plus dormir, je suis pas certain que ça améliore mes performances. Donc on voit bien que si je veux améliorer ma performance en tant qu'être humain, il va falloir que je réfléchisse à quoi? À mon alimentation, à mon sport, à la façon dont je me tiens au travail, à mon stress, à un tas de choses. Donc on voit bien que ce sont un tas d'éléments qui, corrélés à un moment donné entre eux, vont améliorer ma performance.
Qui l'entreprise... sont d'ailleurs dans votre relation avec votre environnement. Tout à fait, exactement. Et l'entreprise me fait penser un peu au corps humain, c'est-à-dire améliorer la performance globale de l'entreprise ou améliorer son fonctionnement global, c'est pas dire je vais donner un coup de sifflet sur le collaborateur pour qu'il travaille plus, ça risque pas de marcher. C'est pas juste aller faire de la salle de sport et ça suffira. Donc je vais essayer de prendre tout le fonctionnement et ça va commencer par ma mission, mes valeurs, etc., ma stratégie, comment je définis mon plan d'action, qu'est-ce que je priorise, comment j'implique mes salariés, comment je communique, comment j'instaure de meilleures relations avec mes clients, mes fournisseurs, comment je travaille en relation avec certains centres peut-être techniques ou de recherche pour trouver des nouveaux procédés. Donc on voit bien que c'est beaucoup plus global. S'ouvrir à l'extérieur et soigner les relations avec l'extérieur. Exactement. Voilà, c'est un comparatif. Mais j'aime bien l'image. On compare souvent les consultants à des médecins. Oui. Et Dieu sait que il y a les hôpitaux, il y a les spécialistes et il y a les médecines douces. Ça marche aussi. Voilà, je pense que j'ai résumé l'ouvrage. Merci. Ça confirme bien l'image que j'en avais sans être entré dans le détail et le parallèle d'ailleurs avec les points qu'on travaille par ailleurs. Il y a une question que j'aimerais vous poser, c'est la poule et l'œuf. Il y a une corrélation positive entre un fonctionnement, puisque c'est pas une performance, et je comprends la différence. Les entreprises qui vont bien font bien de la RSE et s'en sentent mieux. Est-ce qu'elles font de la RSE parce qu'elles vont bien et qu'elles sont bien dans leur tête ou l'inverse? Alors, je vais prendre l'exemple d'entreprise qui est correcte, on va dire, et qui, grâce à la RSE, sont beaucoup plus que correctes. Se sentent mieux. Oui. Et là, on a beaucoup de témoignages. Je prends l'exemple Verdeco, Olivier Bedouel. Verdeco, c'est une entreprise du paysage. Il est rentré par justement la porte du modèle Attalbas-Smith pour mieux comprendre les interactions avec la RSE, etc. Souvent, dans les conférences qu'il tient, il dit finalement, ce modèle-là me sert maintenant de modèle de management. Et grâce à ça, il s'est ouvert de nouveaux marchés parce qu'il a compris toute l'importance d'élargir son spectre d'analyse aux parties prenantes, etc. Donc, par rapport à votre question, c'est finalement la RSE lui a permis d'avoir plus. Ça, c'est clair. Oui, d'être encore mieux qu'avant, il était déjà bien. Voilà. C'est vrai que j'ai pas rencontré aujourd'hui d'entreprise qui se penche sur l'évaluation, sur la démarche, et qui était dans un mauvais état. Voilà. Ça, c'est une condition préalable. Pour moi, c'est une condition préalable pour les pionniers. Alors, ce que disent les dirigeants, la RSE, c'est une condition indispensable pour la pérennité de l'entreprise. Donc, beaucoup disent, si je ne vais pas vers la RSE, mon entreprise à moyen terme mourra. Donc, comment faisaient les entreprises avant que ça existe? Toujours dire, parce qu'après tout, question de piège, bien évidemment. Je pense que le monde change. On ne peut pas comparer aujourd'hui avec le monde d'il y a 10 ans. Et on le voit bien d'ailleurs. Je pense que les événements politiques de ces derniers temps démontrent bien que les outils de communication impactent très fortement. Oui, tout s'accélère, les modifications s'accélèrent autour, donc on est obligé d'être branché plus. On est obligé d'être branché, je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire que autant une entreprise, il y a 20 ans, par un moindre impact sur l'environnement, un moindre impact social, etc., ne pouvait en fin de compte continuer à vivre sereinement et tranquillement dans son territoire. Autant cette même entreprise 20 ans après, avec ce qui se passe, les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, etc., peut-être si elle a une dérive dans ces domaines-là, va se faire pointer du doigt et va voir très rapidement et va le payer. En fin de compte, je pense que les coûts inhérents à une non-action sont démultipliés aujourd'hui par rapport à il y a 20 ans. Donc ça, on peut pas comparer. On ne paye pas encore le carbone et alors bien sûr, on va le payer à un autre niveau. C'est évident, et on pourrait dire, est-ce que c'est la RSE tout ça, ou l'évolution du monde? C'est toujours difficile. Bon. Néanmoins, ce qu'apporte quand même l'ISO 26000, et ça le démontre, c'est que toutes ces réflexions des experts
qui sont aussi des experts d'entreprise, des dirigeants. C'est pour bien fonder même de l'entreprise, c'est de se dire, attendez, vous serez nettement meilleur si vous réfléchissez comment être plus performant sur la prise en compte de l'environnement dans vos procédés. Alors c'est assez surprenant ce que vous dites, parce que c'est vrai que dans certains pays, notamment comme le nôtre, on vit certains aspects comme l'environnement comme une contrainte. Comme une contrainte, absolument. Et d'autres le vivent plus comme une opportunité. Bien sûr. Je pense que le vrai message à délivrer, c'est prenez ça avant tout comme une opportunité et pas comme une contrainte. Et ce qu'ont fait ces dirigeants des 200 entreprises, ce qu'on peut cataloguer de pionnières, c'est dire, mais attendez, ça vaut la peine. Non seulement moi je suis bien portant, mais j'y vais parce que je sais que j'ai encore plus à gagner à y aller. Voilà, ça me rappelle, j'ai pas mal travaillé dans le monde des achats, et il y a 1 an et demi, il y a eu une réunion à Londres qui s'appelle Procurement Leaders, qui est un des gros salons des achats, où les achats responsables, qui sont la déclinaison 26 000 dans ce domaine-là, était le sujet, et où des grosses boîtes qui avaient mis plein d'efforts parce que pionniers, parce que obligés, ceux qui devaient, ou ceux qui voulaient, parce que pionniers, ont eu comme message, nous on a fait de la RSE déclinée achat responsable, on vous montre les résultats, les gars, venez, il y a un pognon fou à se faire. Oui, d'accord. Oui. C'est-à-dire que le militantisme de départ est récompensé même à court terme. Alors, sur des indicateurs achats, c'est plus facile à mesurer directement. Sur des indicateurs plus stratégiques, probablement qu'ils ont découvert la même chose. Exactement, je suis d'accord avec vous. L'amélioration donc on parle bien de la même chose, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui part mieux quand le terrain est prêt, quand le dirigeant est prêt, quand la société est saine. Mais finalement, regarder à long terme, ça va y amener plus en santé que de garder le court terme de tous les jours. Exactement. Et c'est ce qui dégage d'ailleurs des principaux témoignages. C'est amusant que ce soit finalement, on est en train de passer d'une réflexion de spécialiste militant, quoi. La RSE au départ, c'était, j'allais dire béni oui, c'était fleur bleue, c'était. Il faut pas oublier que la norme. Elle est encore jeune, elle est sortie fin 2010, elle a 4 ans, il va falloir attendre. C'est encore militant. Oui. Mais c'est en train de devenir quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus lourd. Oui, parce que pas plus tard qu'hier, moi j'étais dans une réunion sur une organisation professionnelle qui est l'UNEA, l'Union nationale des entreprises adaptées, qui lance toute une démarche pour ses adhérents, pour leur permettre de se lancer dans ce type de démarche. Et le témoignage des dirigeants qui ont déjà engagé, pour certains d'entre eux, l'approche RSE, disait que de plus en plus c'est demandé par leurs clients. Ce qui n'était pas le cas il y a encore 2-3 ans. C'est-à-dire on rencontre de plus en plus d'entreprises qui se disent il faut absolument qu'on y aille parce que nos clients commencent à le demander. Et ça va même plus loin que ça, c'est que toujours hier, ce dirigeant disait et même maintenant dans certains appels d'offres de mes clients, on me parle de l'ISO 26000. Donc n'oublions pas, elle a que 4 ans. Elle va commencer maintenant à apparaître dans les cahiers des charges, etc. Non pas comme une obligation, mais dire, c'est plutôt, dites-nous ce que vous faites. Entre deux, on en choisira une qui va bien, puisque... Dites-nous ce que vous faites en matière d'ISO 26000. Est-ce que c'est ce qu'on a observé ailleurs, les gens qui avaient des démarches qualité, puis les gens qui avaient des démarches environnementales, développement durable, pas encore 26000, que les clients se rendent compte, ce que j'ai observé par ailleurs, que quand vous cherchez un bon fournisseur, c'est mieux pour vous. Alors, c'est forcément mieux pour vous, même à court terme, parce qu'un bon fournisseur, il va être moins cher, plus réactif, etc. Et qu'un des indicateurs de la qualité d'une entreprise fournisseur, ce serait qu'elle est bonne sur d'autres aspects que celui sur lequel vous voulez l'évaluer. Peut-être qu'elle voulait un pas cher, mais que du coup, d'avoir une entreprise qui, elle, est responsable et du coup, qui établit, qui gère l'ensemble de son écosystème de façon professionnelle, elle est forcément professionnelle à tous les niveaux. C'est ce qu'on constate. En fin de compte, aujourd'hui, vous avez des entreprises qui commencent à dire finalement, ce que je m'applique à moi en termes de réflexion sur les RSE, je vais commencer à élargir cette réflexion sur le choix des fournisseurs. Mais pourquoi ? Parce que je me rends compte que, compte tenu du type de produit que je fabrique ou du type de service que je délivre, j'ai absolument besoin d'avoir certains types de fournisseurs qui vont être pérennes. Et donc, pour avoir le bon choix, il y a bien évidemment un choix économique qui se fait, mais en même temps un choix de pérennité
dans le temps pour mon activité. Donc il y a, en même temps, je vous ai dit, hein, il y a cette fibre humaniste, des dirigeants qui se lancent et qui disent, moi je veux aussi prêcher la bonne parole aux présentateurs pour les convaincre qu'ils ont tout intérêt à y aller. Donc il n'y a pas uniquement une recherche un peu de gain par rapport aux fournisseurs, il y a aussi de se dire, la RSE, le développement durable, c'est une sorte de phénomène transactionnel. Moi je fais ça, et je pense que si vous, de votre côté, vous faites ça, on sera encore meilleur sur l'ensemble de notre chaîne. D'autant que, puisqu'il s'agit de dialogue avec les parties prenantes, le dialogue est engagé dès qu'il y a un des deux qui a démarré, quoi. Exactement. Forcément, ça fait tache d'huile. Donc, c'est intéressant, ça se sait. Et je pense que le risque serait pour certaines entreprises de voir, je dirais, le transfert un peu de la RSE vers des fournisseurs. Oui, comme un bâton, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, comme une recherche de gain absolu, c'est pas uniquement ça. D'accord. Oui, et puis c'est pas que dans la relation client-fournisseur, il y a tout l'ensemble de l'écosystème qui du coup est irrigué, y compris, comme vous disiez, les syndicats ou les représentations d'employés, des choses comme ça, où quand on vient voir ces parties prenantes qu'on va voir d'habitude avec un peu de réserve, côté patron, d'enclencher le dialogue permet de construire quelque chose de plus fort. Le verbatim des entreprises, j'avais dû c'est pas inintéressant, hein. Je sais pas si je vais l'avoir là, pour une autre fois, je vais essayer de regarder si je le retrouve. Et pendant que vous cherchez, est-ce que le paquet est fini? Je veux dire, est-ce que l'ISO 26000 finalement c'est complet, la démarche est complète et ça suffira aux patrons futurs pour développer ça, ou est-ce qu'il y a besoin d'instrumentaliser, d'aider les entreprises à, comme vous disiez, évaluer, poser des indicateurs, savoir repérer ce qui est plus ou moins... Alors déjà, le propre même de l'évaluation, c'est de dire, je fais une photographie à l'instant. Ouais, c'est ça. Et ce qui est intéressant pour les entreprises d'évaluer, elle le dit, c'est que le rapport qu'on leur remet, c'est leur feuille de route pour le futur. C'est-à-dire que jamais, même les entreprises pour atteindre le niveau exemplaire, au-delà de 700 points, se disent, je veux aller encore plus loin. Parce qu'il faudra déjà que je maintienne mon niveau, mais que je trouve encore d'autres sources d'opportunités. Là, je lisais, je vais vous lire parce que c'est assez intéressant. Quand je disais la démarche RSE améliore le fonctionnement global. Quelques verbatims. La démarche construit du sens collectif. C'est un genre de communication. La démarche a permis d'améliorer la cohésion des collaborateurs autour d'objectifs communs et de mettre en avant les valeurs du groupe. C'est un groupe de protection sociale de 850 salariés. Démontrer aux salariés qu'il peut y avoir un autre modèle d'entreprise qui redonne du sens à la vie professionnelle. Vous voyez, une stratégie d'entreprise à moyen long terme. Ça, on l'a constaté, c'est-à-dire que ça a permis aussi à certaines entreprises de mieux formaliser leur stratégie. Quand vous interrogez les PME, peu de PME ont une stratégie stratégique, bien sûr. Donc, il y a aussi ça. Et voilà. La démarche et son évaluation ont permis de valoriser ce qui a été fait et de mettre en évidence le voie de progrès. Alors là, j'en viens sur un point, parce que vous pourriez me dire... alors, je ne veux pas dire que les entreprises font du développement durable à RSE comme M. Jourdain. C'est pas le cas. Certaines le font en connaissance de cause. Ceux qui ont cet état d'esprit ont forcément déjà fait des choses... Néanmoins, ce qu'apporte l'évaluation, c'est que ça permet à un moment donné un regard externe qui va leur permettre de valoriser, alors qu'elles ne pensaient pas que c'était quelque chose à valoriser. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, l'évaluation permet de faire émerger des pratiques, mais qui vont être mis dans un cadre global, et leur dire, mais voilà, par rapport à une démarche de responsabilité sociétale, voilà comment s'inscrit ce que vous faites sur le choix de vos fournisseurs, sur vos process de fabrication, etc. Et ça, notamment les PME, ont des difficultés à le faire. Donc, elle le dit, ça nous a permis, finalement, j'ai lu souvent ça comme ça, finalement, vous avez un cadre qui est vide, vous avez des pièces de puzzle qui sont en dehors du cadre, le cadre s'appelle l'ISO 26000, la RSE, et finalement, nous, avec l'évaluation, on va essayer de rassembler les pièces dans ce cadre, et puis si on arrive à les interconnecter et qu'on fait un super paysage, c'est là que vous êtes exemplaire. Voilà. Et parfois, on verra des petits trous. Il y a des petits trous. Il y a des pièces, on n'arrive pas encore à les mettre parce que les autres pièces sont pas proches encore. Et donc, c'est un peu cette image. D'accord. C'est très bien. Alors, je connaissais un peu évidemment l'ISO 26000 et ses déclinaisons. Est-ce que vous faites le lien entre cette démarche qui finalement est une démarche de management responsable,
d'entreprise, avec toutes les dimensions de ces relations avec l'écosystème, et d'autres démarches qui seraient à l'œuvre ou qui sont utilisées dans ces démarches qui permettent d'optimiser localement la conception d'un produit, la recherche, les achats, on parlait de ça. Je prends conception d'un produit. Ouais. On le met d'ailleurs dans le droit, c'est finalement toutes ces démarches favorisent l'innovation. Pourquoi ? Tout simplement, il est d'autant plus facile de concevoir un produit que je comprends mon marché. Donc déjà, ça favorise l'innovation. Ouais. Ça, c'est vraiment le témoignage de beaucoup d'entreprises. Et d'ailleurs, pour reprendre, vous savez la différence entre innovation et invention. Oui. Mais donc, ça l'invention, mérite d'être souligné. voilà, l'invention, c'est une découverte qui va rester dans un placard. Et l'innovation, c'est une découverte qui va rencontrer un marché. Ouais. Quelque part, de mieux comprendre son marché. Et donc, du coup, d'avoir agi sur son cahier des charges. Parce que je sais que mon marché attend ça, etc., va faire en sorte que la nouvelle conception de produit va mieux répondre et va devenir une innovation. Donc, il y a un lien direct. Donc, pour concevoir un produit, j'ai quand même besoin, de bien comprendre mon marché. 2, j'ai besoin aussi, finalement, d'ingrédients. Ça veut dire que des matières premières, des fournisseurs, etc. Bien connaître les fournisseurs aussi. Donc quelque part, mes fournisseurs deviennent aussi co-acteurs de mon modèle de conception parce que eux-mêmes vont dire, mais vous savez que vous avez de nouvelles matières ou de nouveaux procédés, etc. Donc tout ça que vous n'aviez pas songé à me demander, exactement. Mais comme vous vous intéressez à ça, voilà. J'ai quelque chose qui pourrait aller dans ce sens-là. Et donc on voit bien qu'on agit alors par rapport à votre réflexion qui était, est-ce que finalement une réflexion globale va pouvoir finalement rejaillir sur une réflexion beaucoup plus locale. Oui, certainement. Il y a des liens. C'est comme je crois. Avec déjà le diagnostic général permet de dire où il y a des zones d'ombre, quoi, ou des flous, et qu'on peut utiliser ce raisonnement général localement pour voir comment améliorer ce point précis. Tout à fait. Bah, c'est très intéressant, c'est très en lien avec les travaux qu'on mène, que je pense vous ne connaissez pas encore dans Valeurs et Management. Non. Bon. Bah, je vous offrirai le bouquin qu'on a écrit. Exactement. Échange de bons procédés. Match nul. Enfin, j'espère qu'il a pas la même ambition que le vôtre. Mais l'idée est justement de rassembler des gens qui utilisent des démarches qui en fait partagent avec la démarche ISO 26000 l'idée que une zone dans l'entreprise ou un produit ou un processus ou un service ou quelle que soit la chose qu'on étudie localement dans une entreprise, mais sa stratégie aussi devrait être posée en termes de relation avec les parties prenantes. D'accord. Et on a rassemblé une vingtaine de spécialistes alors vous devez connaître la stratégie Blue Ocean, j'imagine que ça vous parle. Bien sûr. Et avec votre connaissance, vous faites le lien, c'est-à-dire qu'on voit bien que la stratégie Blue Ocean consiste bien à aller repérer chez les clients des besoins mal servis, ou les non-clients des besoins mal servis, exactement, que d'autres n'ont pas pensé à découvrir et à servir, et donc à baser l'entreprise sur cette offre-là. Quand on parle de Lean, vous connaissez ça aussi, passer localement sur un petit bout de process, par exemple, ou un gros d'ailleurs, repérer si on fait pas des choses qui ne servent pas à l'utilisateur du résultat du processus. Donc avec un premier dialogue avec les parties prenantes et un repérage des zones sur lesquelles soit il y a des trous et on ne sert pas bien une partie prenante, soit on en fait trop, c'est-à-dire qu'on dépense des ressources et finalement en vérifiant, il n'y en a pas tellement besoin en face, ou on peut faire autrement beaucoup plus simplement. Et l'idée de l'ensemble de ces démarches, vous parlez de conception de produit, il y a l'analyse de la valeur, c'est un vieux machin dans le temps, ça a gardé sa pertinence sur tiens, je vais étudier à quoi sert un produit et mettre ce qui va bien pour répondre aux besoins et pas plus. Même logique. En allant voir les parties prenantes utilisateurs et puis les parties prenantes fournisseurs qui connaissent d'autres solutions. Et il se trouve qu'on a rassemblé des gens qui, en fait, partagent ce mode de raisonnement et finalement cette vision de l'entreprise comme un système, c'est-à-dire un machin où finalement on peut aller regarder à l'intérieur de l'entreprise, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de regarder les liens qu'entretient l'entreprise ou ce qu'on étudie avec son environnement. D'accord. Et toutes ces démarches prennent cet état d'esprit premier, et du coup on est en train de travailler avec tous ces gens-là qui se rendent compte qu'on travaille sur la même chose. J'ai l'impression, la RSE c'est pas nouveau, mais je pense que l'ouvrage que vous avez écrit est une pierre dans le jardin de la RSE. C'est pas un truc local.
Ah oui, parfaitement. Ça participe d'une façon de concevoir l'entreprise complètement différente, avec un état d'esprit qui arrête de tourner l'entreprise vers l'intérieur et qui la tourne vers l'extérieur. Alors, pour finir à l'intérieur. Oui, bien sûr. Une approche système. Et c'est pour ça que je voulais vous entendre en parler, sans a priori de ma part. Je pense que la démonstration est faite, qu'on est tout à fait en phase sur ces idées-là. Je pense que l'ISO 26000 a des beaux jours devant elle, et que ça m'intéresserait, et je vous proposerais de lire le bouquin ou que je vous présente un peu les démarches, de façon à voir, est-ce qu'il n'y a pas, et c'est l'idée qu'on a dans cet ouvrage, une possibilité de créer une synergie entre toutes ces démarches, qui partagent un fond de raisonnement, et qui permettrait, une fois qu'on a posé le cadre RSE, qu'on a bien, oui, mais qu'est-ce que je mets là? Ben, utilisez donc une méthode qui a déjà fait ses preuves localement, et qui est complètement en synergie avec la démarche plus générale que vous avez exercée au niveau... Écoutez, volontiers pour recevoir votre... Eh ben, écoutez, j'aurais dû vous l'amener, ce ne sera que partie remise, je reviendrai. Bah écoutez, merci. Voilà. Je pense, qu'est-ce que j'ai oublié? J'avais une petite question à la fin, mais c'était surtout sur ces objets-là. Non, mais je crois que c'est tout. J'ai revu ça dans ma tête tout à l'heure. Est-ce qu'on est dans les temps pour vous? 16h10. Presque. Impeccable. Parfait. Mille merci, c'était très sympa. Donc, prochaine étape, elle est dans mon jardin. Il faut que je lise le bouquin et il faut que je vous je ferai un échange, je vous en offrirai un, bien entendu. Merci à vous. C'est une chose évidente. Et puis, je vais arrêter ça. J'espère.